Bonjour Dominique Régnier. Bonjour Apolline de Malherbe. Merci de répondre à mes questions ce matin et de nous éclairer surtout sur RMC et BFM TV parce que vous êtes politologue, vous êtes professeur, vous êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Et ça y est, on a l'impression qu'après cette élection présidentielle, c'est comme si hier la poussière était retombée et que les camps s'étaient structurés. Hier après-midi, le camp pour une majorité présidentielle a annoncé donc avoir fondé un groupe qui s'appelle Ensemble. Et puis cette nuit, le Parti socialiste a officiellement rejoint l'union avec la France insoumise. Et c'est demain que la cérémonie d'investiture aura lieu avec le début officiel du second mandat d'Emmanuel Macron. Alors commençons d'abord par ce qu'il s'est passé cette nuit. La gauche qui finalement a trouvé une unité qu'elle n'avait pas trouvée avant l'élection présidentielle. Le bureau national du PS a entériné l'accord avec la France insoumise. Est-ce que c'est une union gagnante ou est-ce que c'est une union contre nature ? C'est une offre qui est faite maintenant aux électeurs, et d'ailleurs on peut le dire pour l'ensemble des forces politiques qui se mettent en place aujourd'hui. C'est une offre qui va être soumise aux électeurs au cours des élections législatives. On va voir si ces offres-là reçoivent un écho favorable. S'agissant de la gauche, au sortir d'une élection présidentielle désastreuse pour la gauche, ça l'était aussi pour la droite, mais là un mot sur la gauche, il y avait au fond deux grandes options qui étaient d'une part d'essayer, et c'était sans doute possible, de trouver une figure pour porter les couleurs de la gauche aux législatives et aller au combat. Une autre option, celle qui a été choisie, était d'accepter de se ranger sous la bannière de Jean-Luc Mélenchon de la France insoumise. C'est pas une option, je dirais, sans conséquence. Ça veut dire qu'il y avait un problème, avant même de parler de leur manière de rejoindre la France insoumise, c'est qu'il y a eu quand même un problème d'incarnation pour vous du Parti socialiste ? Oui, clairement, le Parti socialiste, et assez étrangement, il y a une sorte d'affaissement des figures politiques à droite et à gauche, puisqu'il y a eu un problème d'incarnation aussi à droite, là à gauche. Mais le Parti socialiste a, sans aucun doute dans ses rangs, des figures capables Il y aurait eu qui ? Moi, j'ai été étonné qu'il ne fasse pas appel à Carole Delga. Qui a été la directrice de campagne d'Anne Hidalgo et qui est présidente de la région du Sud-Ouest. Et qui est aussi présidente de l'Association des régions de France. Alors moi, je la connais, je dois le dire, parce que j'ai été candidat moi-même en 2015 aux élections régionales en Occitanie. Contre elle, Et je me suis retrouvé contre elle au second tour. Et pourtant, aujourd'hui, vous dites, voilà une figure sur laquelle ils auraient dû s'appuyer. Oui, parce que d'ailleurs, j'ai pu le voir pendant cette expérience politique. Elle est tout à fait capable de tirer le Parti socialiste au sortir de la présidentielle. Mais c'est comme si Jean-Luc Mélenchon leur avait fait peur, en fait, comme s'ils étaient un peu fascinés par cette figure. Moi, je crois qu'ils ont eu une sorte de réflexe comptable, de rétraction, une sorte de panique, comme s'ils s'étaient vus disparaître entièrement après la présidentielle aux législatives. Et plutôt que d'avoir, je dirais, une démarche ambitieuse consistant précisément à dire: écrivons tout de suite une autre histoire. Il y a des femmes et des hommes au Parti socialiste qui sont capables. Nous avons des idées. Nous pouvons porter nos couleurs. Et sans doute, j'en suis persuadé, moi, les résultats auraient été au rendez-vous parce que on ne peut pas confondre le Parti socialiste avec le résultat de la présidentielle. C'est un moment particulier, cette présidentielle. Et il y a eu, à n'en pas douter, chez beaucoup d'électeurs de gauche, on le sait bien, un réflexe de type vote utile. Il est certain que beaucoup d'électeurs de gauche ont voulu, au détriment du PC, d'Europe Écologie Les Verts et du PS, faire en sorte qu'il y ait une candidature de gauche qui figure en bonne place dans cette élection. Mais vous le dites, il y a aujourd'hui aussi un affaissement des figures avec les anciennes figures. Presque on a l'impression d'un clivage générationnel, ou en tout cas de ceux qui avaient exercé le pouvoir. Depuis hier, il y a Bernard Cazeneuve qui a quitté le Parti socialiste. Il y a François Hollande qui est totalement contre cet accord. Anne Hidalgo elle-même a dit qu'elle était contre. Il y a Jean-Christophe Cambadélis qui a dit qu'il était contre. Julien Drey, c'est-à-dire tous ceux qui ont exercé le pouvoir. Mais quand on regarde une figure comme celle de Bernard Cazeneuve ou de François Hollande qui ne se reconnaissent pas aujourd'hui dans le Parti socialiste, est-ce qu'on peut considérer que ce Parti socialiste-là est mort ? Là, c'est maintenant le chemin qui a été pris depuis hier, l'adoption de... il est mort. Je pense que c'est fini, parce que ce qui faisait le Parti socialiste, n'était pas simplement des générations, c'était ce qu'elle portait en héritage des générations précédentes.
il n'y a pas d'héritage qu'on ne puisse pas remettre en question. Mais là, il s'agit de fondamentaux. On le sait parfaitement, c'est le rapport à l'Europe, c'est le rapport à l'universalisme, c'est le rapport à la République, c'est le rapport à l'ambition pour la gauche d'être une formation de gouvernement, c'est-à-dire qui accède au pouvoir, qui gouverne, qui conduit les affaires publiques de façon raisonnable, qui peut mener des réformes. C'est un parti réformiste. Là, c'est fini. Le Parti socialiste, d'ailleurs, je crois qu'Olivier Faure lui-même, d'une certaine manière assez étrange, l'assume. Le Parti socialiste, désormais, se retrouve dans le sillage mais lointain, d'une force qui est une force protestataire, la France insoumise. C'est sa raison d'être, c'est sa marque. Ça veut dire que la gauche, la grande union de la gauche, est devenue une union protestataire, mais qui dit avoir vocation à gouverner. Jean-Luc Mélenchon, il veut être Premier ministre, il veut gouverner la France, il ne veut pas juste protester. On va voir l'ampleur de cette opération, parce que là, on a une espèce d'apparence trompeuse. Jean-Luc Mélenchon, Europe Écologie Les Verts, le PC, le PS, il y a eu beaucoup de discussions depuis une semaine, c'est normal, ça attire l'attention médiatique et politique, mais on ne sait pas bien quelle est la réalité électorale de tout cela. C'est une opération à qui tout double. Si les électeurs ne sont pas présents, c'est toute la gauche qui aura été engloutie dans cette opération, y compris d'ailleurs la gauche mélenchoniste. Ils sauveront bien sûr des sièges, mais il n'y aura pas cet élan si les électeurs ne sont pas au rendez-vous. Et donc là, il y a quelque chose qui est incertain pour la France insoumise. Ce qui est sûr pour le PS, c'est que leur histoire s'arrête. On connaît quand même l'histoire de la gauche, on sait la tradition socialiste, c'est-à-dire eux-mêmes faisaient référence au Front populaire et à Léon Blum. Moi, ça m'a beaucoup frappé, ça. On a fait référence à Léon Blum, mais Léon Blum, c'est celui qui, en 1933, chasse les néo-socialistes parce qu'ils ont renoncé à l'idéal internationaliste du PS, de la SFIO à l'époque. Léon Blum, c'est cette figure-là. C'est pas quelqu'un qui peut se retrouver, qui ne pourrait se retrouver, si on peut l'imaginer ainsi, dans l'accord d'aujourd'hui. Et donc la tradition est en train de disparaître, elle s'éteint. Sur l'Europe, je l'ai dit, sur le caractère réformiste du Parti socialiste, c'est également terminé. Et tout cela, au fond, au nom, je pense, moi, d'un tour de passe-passe. C'est-à-dire ? C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, dans un premier temps, à la présidentielle, premier tour, demande aux électeurs de gauche de ne pas perdre leur voix au profit d'un parti dont la candidature ne sera pas en bonne place. En gros, il demande aux électeurs de gauche de sacrifier leur préférence de premier rang pour la porter sur lui et lui donner le maximum de force pour aller au second tour, ce que font beaucoup d'électeurs de gauche. Une fois qu'il fait cela, il dit, regardez, la vraie gauche, c'est moi. Donc je demande à tous les partis dont les électeurs ont voté pour moi, comme un vote utile, de se ranger derrière moi, et je demande donc à toute la gauche de reconnaître que je suis la gauche. C'est un tour de passe-passe, c'est même un tour de force, au sens où c'est un coup de force. Et donc cette réalité... Un coup de force, voire une forme de coup d'État... oui, électoral, oui, il y a quelque chose comme ça qui s'est produit. C'est assez... Le Parti socialiste a oublié qu'il existait, y compris sur le terrain. Vous parliez tout à l'heure de Carole Delga, les élus locaux socialistes existent, qui font la force alors qu'à l'inverse, les élus locaux de la France insoumise sont très peu. Il n'y en a pas assez, comme le RN. Il n'y a pas d'élus locaux, il y a une espèce d'écho national dans des élections, en particulier la présidentielle. Il n'y a même pas d'écho national de la France insoumise aux européennes. Ils ne réussissent pas ce scrutin, ils n'ont pas réussi le dernier. Et donc on a comme cela une espèce d'apparence trompeuse, mais qui va se vérifier dans les urnes. Est-ce que c'est aussi une question générationnelle ? Parce que vous le disiez, il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels ils ne sont pas d'accord, ou ils ne sont pas d'accord du tout, voire même incompatibles. Il y a une figure hier qui a dit soutenir également cette union, c'est Raphaël Glucksmann. Raphaël Glucksmann, député européen, place publique, qui a défendu depuis le début du conflit l'Ukraine. Il est totalement aux côtés de l'Ukraine. Et là, il se range aux côtés de quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, qui est contre l'envoi des armes. Comment vous expliquez ce genre d'accord ? Si vous me Ça paraît vraiment boutique, quoi. Oui, si vous me permettez, Apolline Madame, il y a aussi, pour Raphaël Glucksmann, la question des Ouïghours. C'est un de ses combats. Il s'est fortement engagé. Je pense même que c'est l'homme politique français et européen, la personnalité qui s'est la plus engagée là-dessus. La position de Jean-Luc Mélenchon sur les Ouïghours, c'est de dire que c'est de l'hypocrisie, que tout ça ne compte pas, que la classe politique française est de mauvaise foi et qu'il faut laisser faire les Chinois. Je résume un peu rudement, mais c'est à peu près ça la position de Jean-Luc Mélenchon sur les Ouïghours, persécutés donc par les Chinois. Ce qui se passe avec Raphaël Glucksmann est illustratif
d'une sorte de panique politique qui s'est emparée de cette classe politique de gauche, y compris dans les nouvelles générations. Et c'est à la fois, je dirais, c'est la double raison de la tristesse qui a pu être éprouvée au moment de ces déclarations de Raphaël Glucksmann, parce que c'est d'une part les nouvelles générations qui finalement, aussitôt apparaissent très tactiques et utilitaristes, et puis c'est aussi une espèce de doute, et ça c'est très malheureux quand même, sur la possibilité en politique d'avoir affaire à des personnalités politiques sincères. Est-ce que oui ou non, ça jette l'opprobre sur la sincérité politique? Oui, ça contribue à alimenter cette défiance profonde dans le pays, générale à l'égard des politiques, injuste pour quelques-uns, mais malheureusement, on a par ce type de déclaration et de revirement incompréhensible, il n'y a aucun rapport entre Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Ce revirement, il n'est lié qu'à des raisons, je dirais, très politiciennes, qui, d'une certaine manière, laissent penser que les convictions les plus fondamentales sur l'Ukraine, sur les Ouïghours, sur l'Europe, ne compte pas dès lors qu'il faut à la fin se mettre d'accord avec des appareils. Ça, c'est la mort de la politique telle qu'elle était au fond espérée par beaucoup de citoyens. Et Dominique Régnier, justement, vous le dites, vous qui êtes directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, vous observez aussi le rapport des Français à la politique. Le rapport des Français à la politique, il est extrêmement cruel. Les Français ne croient plus à la sincérité des politiques. Comment les réconcilier après cette présidentielle où on l'a senti, il y avait un véritable, une déroute et notamment une moindre mobilisation au moment du second tour. Mais c'est même un désastre politique. Alors, on a un peu de difficulté à l'énoncer parce que si je fais le tableau de cette présidentielle, je ne vais pas le faire, mais si je fais le tableau de cette présidentielle, il est si sombre en réalité, en termes de participation et de comportements électoraux, que ça peut donner l'impression de mettre en cause la légitimité du résultat, ce qui n'est pas du tout le cas. Nous avons un résultat clair, net, formellement parfait, légitime. Toutes les règles ont été respectées et il ne faut pas aller de ce côté-là. Mais quand on observe du point de vue de l'analyse cette élection par rapport aux 10 précédentes, eh bien nous sommes dans l'affirmation d'une dissidence électorale. Les Français ne vont plus aux urnes, y compris pour la présidentielle. Et lorsqu'ils se mettent à voter, ils choisissent des formes protestataires dont ils ne veulent pas ensuite. C'est un usage, je dirais, protestataire de l'élection. Nous sommes dans une crise très profonde. Si, à la sortie d'une crise comme celle-là, nous n'avons pas, de la part des femmes et des hommes politiques, une affirmation de l'importance des principes, de leur sincérité, de leur combat, là, nous avons une forme de, je dirais, de délitement qui se Au soir du second tour, Emmanuel Macron a prononcé cette phrase « J'ai conscience que ce vote m'oblige ». L'oblige à quoi ? Ça l'oblige au moins à deux grandes choses. D'une part, à faire société, faire communauté avec des électeurs qui l'ont choisi, pas parce qu'ils avaient envie de le voir réélu, mais parce qu'ils ne voulaient pas d'une élection catastrophique qui se serait soldée par la victoire d'une candidate en particulier. C'était bien sûr Marine Le Pen. Mais ce qui l'oblige aussi, c'est la nécessité dans le pays de reconstruire très vite des corps intermédiaires. Les partis sont effondrés, c'est dramatique ça. Les syndicats sont quasiment morts. En termes de nombre d'adhésions, d'adhérents, de militants, tout ça ne marche plus. Les élus locaux sont en grande difficulté au moment où nous aurions besoin sans doute de montrer qu'on peut leur faire confiance, qu'on peut Ils s'estiment moins bien dotés qu'avant, moins bien pris en compte, pas écoutés. C'est le cas. Et donc, toutes ces forces territoriales, politiques, quelle que soit l'orientation des partis, syndicales, quelle que soit la sensibilité des syndicats, il en va de même de l'espace public qui est complètement disrupté par les réseaux sociaux. Alors, il y a des choses magnifiques, mais il y a aussi de grandes menaces. Tout ceci est à rebâtir et très vite. On ne peut pas laisser un pays ainsi, dans un état d'anomie, je dirais, sans force pour le représenter, ni organiser le conflit d'intérêts. Alors qu'il va y avoir demain la cérémonie d'investiture, il n'y a finalement pas eu de changement de gouvernement. On a l'impression d'ailleurs que les ministres sont assez peu présents aujourd'hui. Ils s'expriment peu parce qu'ils sont dans ce moment un peu d'attente et de gestion des affaires courantes. Est-ce que ça peut durer, ce moment-là ? Ça ne peut pas durer. Je peux même avoir le sentiment que c'est un peu long maintenant, parce que dans une période comme la nôtre, nous sommes à ce point disloqués où il n'y a plus ces corps intermédiaires qui organisent notre vie politique et sa représentation. C'est un sentiment de vide qui peut laisser émerger toute une série de crises plus ou moins prévisibles qui vont finir par avoir lieu si on ne donne pas plus rapidement le sentiment que ça y est, nous sommes dans un
nouveau cycle, nous nous organisons, nous allons agir. C'est soit Emmanuel Macron, soit la radicalité. En fait, Oui. le nouveau clivage avec 3 blocs, on a l'impression, un bloc plus radical de gauche, un bloc radical clairement de droite, et Emmanuel Macron. Finalement, peut-être ça l'arrange ? Oui, quelque chose ne l'arrange pas, parce qu'on peut, Apolline de Malherbe, aussi lire autrement le paysage et voir des forces qui sont supposées ordonner le pays, et puis un délitement, l'anomie, la dispersion. C'est ça que je trouve, moi, très menaçant. C'est-à-dire que les électeurs, il y a 49 millions d'électeurs en France, les électeurs, dans leur grande généralité, se retirent du jeu, ne votent plus, ne s'y intéressent plus, ont perdu courage, ont perdu espoir. C'est cet affaissement-là qui me paraît redoutable. Il faut à la fois reconstruire très vite ce qu'est l'espace politique, syndical français, mais il faut aussi, et c'est presque plus important, revivifier la société civile, refaire sens, en fait, refaire lien. Et ce sentiment, je dirais qu'il y a encore 2 points qu'on aborde ensemble. Le sentiment d'abandon des Français et puis la volonté parfois de radicalité, voire même d'expression de la violence. Sur le sentiment d'abandon, il y a quand même un chiffre qui est terrible, qui est que plus vous êtes éloigné d'un centre-ville, moins vous votez. Et puis quand vous votez plutôt Marine Le Pen, ce qui veut dire qu'il y a une vraie dichotomie entre les électeurs des centres-villes et les électeurs les plus éloignés. Et puis à cela, vous rajoutez un 3e bloc qui est celui des quartiers populaires qui, eux, ont voté Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que c'est 3 France qui ne se connaissent pas, qui ne se parlent pas et qui ne votent pas pareil. Alors, il y a sans doute une multitude de France, parce que la France rurale, la France des petites villes, elle a un comportement électoral qui n'est pas celui de la France périphérique des métropoles, mais dans les métropoles, on sait qu'il y a aussi beaucoup de différences et de stratification. Mais c'est une France éclatée, dispersée, parcellaire, fragmentée, parce qu'il n'y a plus, encore une fois, ces visages, ces leaders, ces idées, cette sincérité qui font que les Français se retrouvent dans la politique. Et c'est cette situation-là qui ne peut pas durer. Parce qu'il n'y a pas simplement la crise des organisations représentatives et des politiques qui s'efforcent d'ordonner autant qu'ils le peuvent, et ils le peuvent peu en ce moment, notre vie politique. Il y a aussi des minorités hyperactives qui profitent de ce moment-là. Il est évident qu'il y a un écho extrême rencontré par la France insoumise. C'est disproportionné. La France insoumise et Jean-Luc Mélenchon ne se sont pas retrouvés au second tour. Leurs résultats... En fait, on a l'impression que c'est eux qui ont gagné l'élection. Il y a 700 000 électeurs de plus pour Jean-Luc Mélenchon par rapport à 2017 au premier tour. 700 000 sur 49 millions d'électeurs. On peut dire que c'est honorable, mais il n'y a pas de quoi commenter cette élection pour Mélenchon comme étant un grand succès. Vous disiez un écho. Il y a ces figures de militants, notamment au moment du 1er mai. Il y a eu cette femme militante qui a frappé un pompier. On en sait un peu plus maintenant puisqu'elle est passée devant un juge. Et donc, on le sait, elle est infirmière, elle a démissionné, elle était anti-vax et elle dit avoir voté Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ces figures-là, il faut s'attendre à ce que ces figures qui avaient pu être des figures aussi parfois en marge des cortèges des Gilets jaunes, puissent vouloir utiliser la violence comme un moyen d'expression? Oui, c'est le cas, je crois que c'est le cas. C'est la zadisation de l'espace public. Ce sont des minorités hyperactives qui ont recours à la violence, qui s'autorisent de leurs propres convictions pour perturber la vie de la société, qui exhibent leur sincérité, là pour le coup, pour aller jusqu'à la confrontation physique. Et ces figures-là, elles n'apparaissent pas sans raison. Elles apparaissent parce qu'il y a du vide. Elles apparaissent parce qu'il n'y a plus de classe politique en ce moment capable de les mobiliser. Mais elles apparaissent aussi parce qu'il y a une désacralisation, moi je suis très frappé par cela, de l'élection, de la procédure électorale. J'y faisais référence tout à l'heure. On se permet de considérer qu'il peut y avoir une question sur la légitimité du résultat, mais de l'autre côté... Jean-Luc Mélenchon qui a très vite dit qu'Emmanuel Macron avait été le président le plus mal élu. Absolument. Et lui-même ayant été battu au premier tour par ce président mal élu, se retrouve évidemment loin derrière par définition, ce qu'il ne dira pas. Mais cela veut dire aussi que cette responsabilité, elle est partagée. J'entends beaucoup en ce moment l'idée, y compris autour d'Emmanuel Macron, l'idée de créer de nouvelles formes démocratiques. Il y a le recours au référendum, la proportionnelle. Le référendum, la proportionnelle, des formes de délibération constante. Je crois que c'est une très mauvaise idée, que c'est exactement le contraire qu'il faut faire, c'est-à-dire que non pas qu'il ne faille pas discuter, mais il faut replacer le suffrage universel qui nous concerne tous au centre du jeu politique. La seule règle qui vaille en démocratie, une fois que nous avons délibéré et discuté, c'est d'aller voter tous.
Tous, c'est-à-dire pas des morceaux de France. Pas des morceaux de France, pas des Français qui seraient, je dirais, en quelque sorte sélectionnés d'une manière ou d'une autre pour délibérer sur l'intérêt général, pas des mouvements hyper minoritaires qui recourent à la violence et contre lesquels on ne peut presque rien sauf la répression. Mais c'est dur d'être contre le référendum. Le référendum n'a pas à être rejeté en lui-même, mais c'est un instrument qui doit être manié avec beaucoup de précaution et dont l'usage, je dirais, vertueux est conditionné par la rareté de son utilisation. Et ensuite, par le fait de respecter ce qu'ont décidé les électeurs. On le sent bien, le référendum de 2005, ça reste comme une sorte de tâche originelle. Oui, répété, je veux le préciser, par le référendum sur Notre-Dame-des-Landes, qui était favorable à l'aéroport et qui n'a pas été suivi des faits. Ce référendum-là a été décidé... C'est pour faire des référendums comme cela, voilà. En effet, et sans en respecter les décisions, ça ne marchera pas. Dominique Régnier, merci infiniment de cette lecture ce matin. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique, et vous avez parlé de cette désacralisation, voire même de ce désenchantement aujourd'hui de la vie politique. Il est 8h53 sur RMC BFM TV.